Alexandra François-Cuxac, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, auteur du livre L'immobilier au cœur, on y reviendra, et vous sortez cette semaine votre baromètre sur l'évolution du marché du logement neuf en France au premier trimestre 2017. Alors tout d'abord la conjoncture. Le logement neuf, est-ce qu'il a toujours la cote auprès des Français, auprès des investisseurs et auprès des propriétaires occupants ? Oui, en effet, Olivier, le premier trimestre 2017 qu'a surveillé de près notre observatoire du logement neuf, celui de la Fédération des promoteurs immobiliers, qui existe au passage, je le dis, depuis 10 ans, constate une dynamique des réservations qui est encore très soutenue au premier trimestre. Elle était née déjà en 2016 dans tous les segments, que ce soit l'investissement locatif, les accédants à la propriété, même un peu de résidence secondaire reste dynamique dans les régions du littoral, et puis également les résidences services. Donc l'ensemble des segments connaît une dynamique assez forte. Mais de quel ordre? Est-ce que c'est à deux chiffres, une croissance sur un an à plus de 10%? Oui, en effet. C'est une augmentation de 13,6% sur le premier trimestre 2017 par rapport à son trimestre équivalent il y a environ un an. Donc on voit bien que les Français ont envie d'acheter, concrétisent leurs projets immobiliers, souvent celui de leur vie. Et puis, ils font confiance à l'immobilier pour préparer leur avenir. Donc la hausse, ça c'est plutôt favorable et positif, donc des résultats très bons sur les ventes de logements neufs en France. Est-ce que ça veut dire pour autant que le neuf est sorti de la crise? Alors le neuf, en effet, sorti de la crise, qui était née de la crise de Lehman Brothers, qui était au départ une crise financière, comme chacun le sait. Mais pour autant, on constate des points de vigilance. Ces points de vigilance, ils apparaissent assez nettement au premier trimestre 2017. Quels sont-ils? C'est un ralentissement de la croissance des réservations. C'est notable. Les réservations restent dynamiques, mais cette croissance ralentit par rapport à l'année 2016. Un autre facteur également que nous surveillons de près, c'est une décélération des mises en vente, la capacité des promoteurs à mettre les logements sur le marché. Ces mises en vente ralentissent également. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne tout mécaniquement une offre commerciale, une offre de logement neuf qui se tend, qui se raréfie et qui est aujourd'hui de 9 mois, alors qu'on a coutume de dire qu'il faut environ 12 mois comme délai pour avoir un marché qui soit sain et équilibré. On voit bien quelques signes de tension désormais. Et ça c'est partout? Y a-t-il des secteurs particulièrement touchés justement? Alors, ça touche l'ensemble de la France, mais on voit bien quand même que c'est plus prégnant évidemment en zone tendue, ce qu'on appelle les zones tendues, c'est-à-dire les grandes métropoles. Mais pour bien connaître un territoire où j'habite, la région par exemple de la Côte Basque et de tout ce qu'on appelle le BAB est également touchée. Donc les zones littorales sont également touchées sans pour autant être des zones métropolitaines. D'accord. Comment évoluent les prix alors dans le neuf? Est-ce qu'il y a une augmentation? Est-ce que le logement neuf est-il toujours cher? Effectivement, une demande forte, une offre qui se raréfie. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe des tensions sur cette offre-là et une accélération des prix. Et c'est bien là un autre facteur de vigilance avec une augmentation qui est en moyenne sur le premier trimestre de 5,1%. Alors elle est un peu plus forte en Île-de-France qu'elle est en province, mais force est de constater qu'elle touche quand même l'ensemble des territoires. Donc l'Île-de-France, on est quoi, autour de 5 000 € en moyenne par mètre carré à peu près? Oui, c'est ça, mais vous savez, il n'y a pas de secret. Comme tous les marchés, un bien qui se raréfie est un bien qui se renchérit, malheureusement. Mais alors justement, cette augmentation des prix combinée avec la hausse, même si elle est légère, des taux d'intérêt, est-ce que ce n'est pas inquiétant, notamment pour le pouvoir d'achat des Français? Alors, la hausse des taux d'intérêt est quand même tout à fait relative, mais vous avez raison, c'est elle qui a accompagné ce grand retour des accédants à la propriété sur le marché du logement. Donc effectivement, c'est inquiétant et il faut que ça cesse. Pour que ça cesse, il faut voir à qui profite cette hausse. Cette hausse des prix, elle ne profite pas aux promoteurs parce que les promoteurs cherchent l'intérêt de leurs clients. Cette hausse des prix, elle profite essentiellement, ou en tout cas en grande partie, aux propriétaires de terrains à bâtir. Et ces propriétaires de terrains à bâtir aujourd'hui profitent de l'augmentation des prix et sont tout à fait présents pour capter ce profit-là. Alors, c'est peut-être là d'ailleurs qu'il faut chercher la vraie rente immobilière, celle qui est peut-être visée par le nouvel ISF recentré de M. Macron. Alors justement, donc on l'évoque, c'est l'actualité évidemment. Le nouveau quinquennat politique va s'ouvrir avec l'élection d'Emmanuel Macron comme président de la République. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est une bonne chose pour vous, pour le logement et pour l'immobilier en particulier, cette élection d'Emmanuel Macron? Alors,
Emmanuel Macron vient d'être élu, donc nous le félicitons et évidemment nous souhaitons que son bilan soit le plus positif possible pour la France. Ensuite, en ce qui concerne le logement, on a fait un certain nombre de propositions, mais les équipes logement ne sont pas connues, elles ne sont pas aujourd'hui capables soit de relayer le programme qui a été annoncé mais quand même, ou de le faire évoluer. Par rapport au programme immobilier qu'il a pu délivrer à la fois dans son programme et puis sur certaines déclarations. Nous, les promoteurs immobiliers de la Fédération, on se retrouve bien dans le choc d'offres qu'il a annoncé. Nous pensons que, et nous l'avons appelé de nos voeux d'ailleurs, nous pensons que la demande étant là, la demande des Français étant tout à fait prégnante et restant dynamique, il faut effectivement l'accompagner d'un choc d'offres. Ça me paraît être une politique qui est à propos et qu'il faut enclencher. Mais j'aurais tendance à dire que, vous savez, l'industrie immobilière, c'est une énorme industrie, qui est un gisement considérable en emploi, qui est un gisement considérable c'est un marqueur du développement durable, c'est un facteur de croissance formidable. Donc je crois aussi que ces équipes logements qui vont être nouvellement nommées, qui vont constituer peut-être, je l'espère, un grand ministère, je ne sais pas quelle forme il prendra ni quel nom il aura, mais en tout cas, si on pouvait rapprocher la problématique du logement d'autres problématiques très importantes, comme celle des énergies, des transports, et je sais tout ça, est certainement en discussion au plus haut niveau. En tout cas, nous pensons que cette politique, elle doit être enclenchée le plus vite possible. Je crois que c'est vraiment, dans les premiers mois du quinquennat, que cette réussite va ou pas, se baser sur l'ouverture de tous ces nouveaux chantiers et de ces points de vigilance. Si cet ISF est centré sur l'immobilier, je pense que ça fragilisera notre secteur. Et ça n'est pas le moment. Ça n'est pas le moment de le centraliser. Pourquoi ? Parce que, vous savez, l'ISF, il touche tous les immobiliers, la résidence principale, l'investissement locatif, la résidence secondaire. Or, cet immobilier, essentiellement cet immobilier neuf, il supporte déjà 27% de fiscalité, et même 29% quand on s'intéresse à ces années de détention. C'est donc déjà un record européen, c'est déjà très très lourd. Donc, l'investissement neuf, le logement neuf, c'est tout sauf une rente immobilière. L'investissement neuf, c'est ce que je disais, un facteur de croissance, une dynamique économique. Donc je crois que cette industrie immobilière qui pèse 210 milliards, 10% du PIB, il faut au contraire la prendre comme une dynamique, comme un moteur économique, et pas du tout comme une rente qui viendrait... Je veux dire, ce ne sont ni des œuvres d'art ni de la forêt. Et pourtant, ces investissements-là ne sont pas sujets à l'ISF. Donc je ne comprends pas ce souhait. Je pense qu'il faut sortir l'immobilier neuf de l'assiette de l'ISF. Bon. Et dans votre livre, vous militez, votre livre L'immobilier au cœur, vous militez pour la création d'un statut du bailleur professionnel, en fait faire de l'investissement immobilier un métier plus qu'un placement, c'est-à-dire ? Oui, parce que, vous savez, aujourd'hui, ce qui est formidable dans nos métropoles, c'est qu'on a tout. On a tout pour réussir, on a tout pour libérer le marché. Or, on organise une pénurie. On organise une pénurie avec de la surréglementation, avec de la suradministration, de la surfiscalisation, en entretenant une insécurité juridique. Donc c'est tout cela qu'il faut avoir le courage de réformer. C'est pour cela qu'on a écrit ce livre, que j'ai écrit ce livre, mais où je porte le projet et les propositions de tous les promoteurs de la Fédération. C'est pour démontrer, illustrer avec des propos de terrain très pragmatiques qu'il est urgent de décloisonner ce secteur et de le libéraliser. Et entre autres projets de libéralisation et de liberté, il faut la liberté des acteurs économiques. Et dans nos acteurs économiques, nous avons les ménages privés qui ont envie d'investir dans la pierre, qui le démontrent depuis plusieurs années, qui ont envie d'investir, mais pas d'abord à n'importe quelles conditions. Donc effectivement, cet ISF pose problème, mais pas que. Il faudrait aussi qu'ils puissent être incités à investir, à en faire une activité. Que ce soit des gens qui arrivent à la retraite, que ce soit des gens qui ont envie de mener une double activité, et c'est possible dans ce pays, leur permettre d'investir 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, comme s'ils étaient des entrepreneurs privés, en faisant un bilan d'activité, en ayant la possibilité de rendre déductible un certain nombre de charges, mais d'investir et par là même, si vous voulez, de flécher l'argent des ménages privés qui existent, qui est en masse. On sait la capacité d'épargne qu'ont les Français aujourd'hui et cette envie, cet amour qu'ils ont pour la pierre française. Donc il suffit de réconcilier les deux et il nous semble que ce statut de bailleur professionnel permettrait à ces investisseurs-là d'investir, de les rendre de véritables acteurs économiques et à côté des professionnels, avec nous, de pouvoir porter ce secteur et le libéraliser.
Très bien. En conclusion, optimiste pour cette année 2017? Oui, nous sommes pleins d'enthousiasme. D'abord parce que quand des nouvelles équipes arrivent, il faut leur souhaiter bonne chance, il faut leur demander une capacité d'écoute, il faut leur demander de travailler avec les professionnels, de savoir détecter ce que la société civile et les fédérations ont d'intéressant et d'important à leur transmettre. Et je suis confiante. Je pense que les équipes en place, par, j'allais dire, un petit peu la fraîcheur de leur regard, j'ose espérer qu'ils auront aussi un instinct d'écoute et un instinct d'ouverture. Alexandra François-Cuxac, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO.